Franck, tu nous entends? Franck? Allô, Franck? Ah, on a un petit problème technique. Alors, excusez-moi, on a perdu Franck. Alors, Bonjour, Franck Ritter. voilà. Bonjour Franck. Je suis là. Oui, bonjour. Désolé, j'ai un petit réglage à faire sur le son, mais c'est OK. Eh ben c'est bon, on t'entend. Parfait, impeccable. Bah du coup, je te laisse commencer. Eh ben, écoute, tu peux démarrer, pas de problème. Si tout le monde est là, tout le monde est prêt, on peut y aller. Et on peut démarrer par la partie introduction sur la collaboration avec la collaboration Titanium K2. Ok. Bonjour tout le monde. Merci pour votre participation. Bon, ça va être assez rapide. On va surtout se concentrer sur le contenu fonctionnel que va présenter Jean. Voilà. Ben, écoute, si tu peux passer sur la slide suivante. En introduction, je voulais rapidement vous présenter le contenu de la collaboration entre K2 et Titanium, qui est maintenant un partenariat rodé, expérimenté, puisque on travaille ensemble depuis quelques années. Et on a notamment réalisé quelques beaux projets avec une méthodologie partagée qui est très orientée métier, en complément de la partie technique et fonctionnelle, ce qui nous a permis d'avoir déjà des références en commun que nous avons déployées. Et puis le réussite finalement de cette collaboration est lié au fait qu'on a souhaité pas seulement travailler ensemble en mode partenaire assez classique, mais aussi, surtout, avoir les équipes qui, sur site, sont assis ensemble et travaillent ensemble dans les mêmes locaux, dans les mêmes bureaux, sur les sujets en détail. Ceci en complément, ce qui nous a beaucoup aidé aussi sur les réalisations, c'est cette expertise que nous avons su développer pour les réalisations des projets au forfait ou en régie time et matériel. Tu peux passer à la slide suivante si tu le souhaites, Jean. Donc, en quelques mots, en introduction, Titanium, donc c'est une société, une ESN qui a été créée en 2004 avec un ADN collaboratif au départ, puisque nous étions positionnés sur les sujets à l'époque très Lotus Notes. Et puis une évolution de notre practice collaborative sur les sujets plutôt SharePoint et depuis quelques années, comme je le disais, une forte collaboration avec K2 sur les sujets business process, workflow. Nous sommes aujourd'hui localisés à Paris et à Strasbourg et nous intervenons globalement sur toute la France selon les projets et la spécificité métier que nous avons. On est partenaire vraiment, on va dire, gold sur plusieurs sujets depuis de nombreuses années avec Microsoft. Aujourd'hui, c'est une société qui fait, tu peux juste revenir un tout petit peu. Donc l'année dernière, a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en croissance, une activité en croissance sur les deux sujets majeurs de Titanium qui sont le pôle CRM et le pôle collaboratif, donc de 35%. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'équipe est quand même constituée d'experts métiers, de chefs de projet, de consultants fonctionnels et techniques. Ça représente aujourd'hui 20 personnes
au quotidien qui sont des effectifs de Titanium et bien entendu des collaborations stratégiques avec K2 comme je viens de le citer, mais aussi avec d'autres acteurs du marché comme AVPoint, Kodak, Harmony et ActuWeb pour la partie graphique. Voilà. Alors par rapport à notre compétence métier et notre capacité, notre méthodologie de déploiement, la grande force de Titanium, c'est avec cette équipe de 20 personnes de couvrir de manière horizontale et verticale l'ensemble du spectre des projets collaboratifs, une approche à 360 qui va aussi bien, qui couvre aussi bien donc la partie collaborative avec toute la méthodologie de définition des besoins, le design et l'ergonomie qui sont extrêmement importants au niveau de l'IHM, la partie intranet, les processus métiers, l'AGED bien entendu, on va en reparler, les solutions extranet possibles dans SharePoint et le dernier point qui est le moteur de recherche global. Donc d'un point de vue méthodologique, on a une approche qui est très complète, qui va de la définition du besoin en passant par l'accompagnement au changement, qui est un élément très important dans les projets, l'expertise technique, puisqu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est la partie technique, la partie fonctionnelle, la partie métier, bien sûr la formation, et nous assurons évidemment aussi toute la partie tierce instance applicative, donc le support qui est réalisé chez nous en interne avec les équipes de K2. Voilà, écoute, je pense que sur ce sujet-là, Jean, tu peux switcher sur le point suivant. Okay. Et démarrer la partie qui va intéresser nos participants, qui est le sujet métier fonctionnel. Ok, merci Franck. Donc juste pour bien resituer le contexte, donc moi je m'appelle Jean Cadeau, je suis responsable technique de K2 France. Donc K2 c'est un éditeur de logiciels. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin, je vous parlerai peut-être un petit peu plus de K2, mais je vais pas m'attarder sur une présentation de la société et du produit pour le moment. Et donc je suis accompagné donc de Franck. Qui est de Titanium, donc qui est un partenaire de K2 et qui, entre autres, dispose de consultants qui ont des compétences avancées sur notre produit et qui vont permettre d'accompagner nos clients sur la mise en place d'applications avec une plateforme comme K2. Et donc une plateforme comme K2, c'est une plateforme dite de low code, no code, donc une plateforme qui permet de créer des applications sans avoir à écrire de code. Et donc on va voir aujourd'hui quelles sont les 5 raisons d'utiliser une telle plateforme. Alors ça permet, comme je le disais, j'ai été un petit peu trop vite, j'ai pas fait suivre les slides. Donc la plateforme low code, elle permet de créer ses applications dans son organisation à son image, selon sa façon de travailler et sans écrire de code. Aujourd'hui, l'intérêt, si on n'utilise pas une plateforme low code, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Grosso modo, les organisations, elles ont 2 solutions quand elles veulent mettre en place une application au sein de leur organisation. Soit elles décident de faire un développement spécifique, donc elles partent de zéro, elles développent une application qui va répondre à leurs besoins puisqu'on fait exactement ce qu'on veut, mais ça va être un petit peu coûteux en termes de temps. Soit elles achètent un progiciel, donc un outil sur le marché qui traite le sujet qu'on veut mettre en place, et donc ça va aller assez vite, hein, puisque normalement le produit doit couvrir les besoins, mais l'inconvénient, c'est que je vais être obligé je vais avoir plein de besoins, et si à chaque fois que j'ai un besoin, je dois acheter un progiciel, je vais être obligé d'acheter plein de progiciels. Et puis un progiciel, c'est pas forcément, ne couvre pas forcément mon besoin exact.
Et si j'ai besoin de le personnaliser, bah, c'est pas forcément évident. Donc l'objectif d'une plateforme low-code, en fait, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, du développement spécifique et des progiciels, pour vous permettre en fait de mettre en place exactement ce que vous voulez, mais de le faire rapidement. Donc la première raison, le premier gros intérêt d'utiliser une plateforme low-code, bah, c'est que dans le terme low-code, peu de code, voire pas de code du tout, ça va vous permettre de ne pas complexifier les choses. Pour mettre en place des applications avec une plateforme low-code, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques très poussées. Il faut avoir des compétences techniques puisqu'il faut comprendre les objets qu'on manipule, mais on n'a pas besoin d'être un pro en développement. Donc du coup, ça permet de faire mettre en place des applications par plus de personnes au sein de son organisation. Et puis, bah, comme j'ai pas de code à écrire, je suis censé aller beaucoup plus vite que si j'avais du code, du développement à faire. Au-delà de ça, ça s'intègre dans des cycles d'agilité, hein, du coup, ça va faciliter la réconciliation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. On est capable, avec des applications low-code, de présenter très rapidement des maquettes, voire des fonctionnalités complètement terminées de l'application à son métier, et ça va permettre d'éviter d'avoir des longs temps entre le moment où le métier exprime son besoin et le moment où on lui montre quelque chose. Donc ça va éviter que le besoin ait changé entre temps, et puis ça va montrer une certaine flexibilité auprès du métier, et du coup ça peut redorer le blason de la DSI pour les utilisateurs métiers. La deuxième raison d'utiliser une telle application, bah, ça va être la fin des silos au sein de son organisation. Aussi bien les silos techniques que les silos métiers. Si on achète des progiciels à chaque fois qu'on a un besoin dans son organisation, on va multiplier au sein de son système d'information les outils. Multiplier les outils, ça veut aussi dire multiplier les maintenances, mais il va falloir multiplier les compétences sur les différents outils. Et derrière chacun des outils va gérer son propre espace de données, ses propres informations. Il y a des choses qui peuvent être dupliquées. Quand on est dans un outil et qu'on veut récupérer des informations qui proviennent d'un autre outil, c'est assez compliqué. Donc en fait, avec une plateforme low-code, on va plus avoir cette multiplication d'outils, on va avoir une seule plateforme, une plateforme globale, et ça va permettre beaucoup plus facilement d'homogénéiser son système d'information. Et c'est pareil d'un point de vue métier, puisqu'on crée des applications qui ne sont pas liées à un outil pour chacune de ces applications-là. Ça va être beaucoup plus simple de faire des choses transverses, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de besoins dans les organisations qui vont avoir la nécessité d'aller chercher des informations un petit peu partout dans des applications déjà existantes ou pas. Donc le deuxième objectif, c'est la fin des silos, aussi bien métier que technologique. Le troisième objectif, on en a parlé un petit peu lors du premier pour le premier point, c'est l'agilité. K2 et les plateformes low-code s'inscrivent dans des cycles de mise en place de projets agiles, donc qui vont permettre de responsabiliser beaucoup plus rapidement l'utilisateur métier. Et l'agilité sur la mise en place des applications, le fait qu'il n'y ait pas de code à écrire et qui va permettre de développer les choses, de mettre en place les choses rapidement, va permettre aussi de gérer les évolutions rapidement. C'est-à-dire que dès lors que j'ai besoin de faire des modifications, je suis pas obligé de réinventer la roue à chaque fois. Je vais pouvoir peut-être avec un clic quelque part changer un comportement. Si j'ai besoin de rajouter une fonctionnalité complète, je vais pouvoir m'appuyer à nouveau sur mes outils pour rajouter cette fonctionnalité rapidement.
Les applications qu'on construit dans son organisation ont besoin d'aller chercher de l'information un petit peu partout dans le système d'information de son organisation. Et les applications low-code vont proposer en fait des connecteurs qui vont permettre d'aller consommer cette information rapidement. Et donc l'intégration au système d'information va être simplifiée puisqu'en fait elle est déjà pré-packagée avec les outils low-code. La quatrième brique, la partie sécurité, la partie monitoring. Donc cette raison-là, bon, quand on met en place des applications, on a besoin de tracer ce qui se passe, on a besoin de remonter des statistiques sur l'usage qui est fait de l'application. Et ces briques-là, en fait, sont des briques qui sont existantes par défaut sur les plateformes low-code et qu'on va pouvoir, comme pour le reste, assembler. On a des consoles d'administration qui sont déjà existantes, qui vont permettre de gérer les différentes versions des applications qu'on met en place, des interfaces, les versions des interfaces, les versions des workflows, qui sont des choses qui sont assez complexes à mettre en œuvre quand on part de zéro et qu'on fait du développement spécifique. Donc on va retrouver un certain nombre d'interfaces qui sont déjà existantes, qui vont permettre de manipuler tous ces concepts d'administration, qui vont permettre de dire par exemple qu'un utilisateur est absent et que donc pendant sa période d'absence le travail qu'il avait à faire sera transmis à tel autre. Donc j'ai pas besoin de penser à ce genre de fonctionnalités, elles font partie de la plateforme et dans les fonctionnalités qui font partie de la plateforme, j'ai retrouvé toute la traçabilité de ce qui se passe, toute la gestion de la sécurité au niveau des authentifications de mes utilisateurs. Les applications low-code vont se baser sur les standards de l'entreprise. Je vais pas avoir à déclarer d'utilisateur au niveau de ma plateforme. Automatiquement, la plateforme va être reliée à l'annuaire de mon organisation. Quand mes utilisateurs vont s'authentifier sur la plateforme, le mot de passe qu'ils devront saisir, c'est le mot de passe de leur session Windows. Donc on va récupérer toutes ces informations-là, enfin utiliser ces informations déjà existantes pour qu'il n'y ait pas à repenser tous ces concepts-là. Je vais pouvoir ouvrir mes applications à l'extérieur au travers de donc les applications qu'on met en place en tout cas avec K2 en low-code, c'est du web et donc je vais pouvoir ouvrir mes applications web à l'extérieur au travers de la sécurité standard de mon organisation, au travers des certificats de mon entreprise sans difficulté. Et puis la cinquième raison d'utiliser une plateforme low-code, c'est que les plateformes low-code, elles sont pensées pour que les applications soient utilisées aussi bien en mobilité que depuis son terminal de bureau. Aujourd'hui, on sait que la mobilité c'est quelque chose de très important dans la plupart des organisations. Dès qu'on met en place une nouvelle application dans son entreprise, on a besoin, on va se poser des questions sur l'accès à cette application en mobilité, et ça c'est quelque chose de complètement natif. Quand on construit des interfaces avec une application low-code, ces interfaces utilisateurs vont être nativement disponibles en mobilité. Donc si vous souhaitez utiliser la mobilité, vous pourrez bénéficier de cette fonctionnalité. Après, si vous ne voulez pas utiliser la mobilité, vous n'êtes pas obligé de les rendre accessibles en mobilité, mais en tout cas c'est disponible sans que vous ayez à décider de le mettre en place et à faire un effort de développement pour que ce soit mis en place. Donc voilà pour nous les cinq grandes raisons d'utiliser une plateforme de
low-code, no-code. Aujourd'hui, avec nos clients K2, donc il y en a, on en a beaucoup en France, on a à peu près 200 références, sont en mesure de mettre en production des applications sans jamais mettre les mains dans le code. C'est pas pour autant que l'outil est fermé. Quelquefois, ça peut un peu faire peur aux gens, de se dire il n'y a pas besoin de code. Enfin, on n'écrira pas de code pour mettre en place une application. Il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais moi je sais que j'ai un besoin spécifique. Et d'ailleurs chez nous c'est toujours un petit peu spécifique. Donc si je peux pas écrire du code à un moment donné, je vais forcément me retrouver limité. Il n'y a pas ce il n'y a pas ce concept-là. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle pas que de no-code, on parle aussi de low-code. C'est qu'une plateforme no-code va être ouverte de façon à, si jamais vous avez quelque chose à mettre en place qui n'a pas été prévu par le produit, vous puissiez le faire en faisant du développement spécifique. Alors l'objectif, c'est que vous en ayez le moins possible à faire, mais si sur la mise en place d'une application, il y a on va dire 5% des fonctionnalités qui nécessitent d'écrire du code, vous aurez déjà gagné énormément de temps. Après, les plateformes low-code, no-code comme K2 sont des plateformes qui évoluent et qui se construisent sur l'expérience de nos clients. Et quand on a des clients qui nous disent j'ai eu besoin de faire ça et pour faire ça, il a fallu que j'écrive du code. Si ce besoin-là, il n'est pas si spécifique que ça à ce client-là, il y a de grandes chances que dans les évolutions du produit, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de code à écrire pour refaire la même chose. Mais aujourd'hui, parmi nos clients, il y en a beaucoup qui arrivent jusqu'à la mise en prod de l'application sans avoir écrit une seule ligne de code. Et du coup, je vais vous présenter quelques exemples d'applications mises en place par certains de nos clients. Alors, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a une dizaine de références qui sont citées. Je ne vais pas forcément m'attarder sur chacun des cas clients, mais comme vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, la présentation qui a été faite, ça vous permettra de les reparcourir si vous voulez. Alors, le premier client dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est carte bancaire. Donc bon, carte bancaire, on va pas vraiment le présenter. Je crois que tout le monde connaît le logo, utilise de telles cartes. Et donc ils ont mis en place avec K2 des applications qui sont destinés à gérer les droits d'accès et les habilitations de leurs clients à des applications tierces, de gérer toutes les demandes que les clients de carte bancaire peuvent avoir pour autour de la gestion des incidents, de la gestion des changements avant l'utilisation de K2. Carte bancaire traitait ces demandes par mail. Donc il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas réellement bien suivies. Il y avait pas vraiment de traçabilité complète sur les applications et sur les besoins. Et du coup, Carte bancaire a construit une application métier, puisque c'est dépendant de leurs besoins, qui répond complètement à leur problématique de traçabilité. Alors ça a été mis en place par leur DSI. Ils ont suivi une formation sur la plateforme K2, et après ils se sont débrouillés tout seuls. Ils ont été accompagnés par des partenaires à K2 pendant une dizaine de jours, donc quelque chose qui est pas très coûteux, pas très chronophage. Et maintenant ils se débrouillent tout seuls. Ils ont connecté les applications qu'ils ont mises en place avec leur base de données, certaines de leurs bases de données métiers qui tournent sur Sybase et sur Oracle, et avec SharePoint, donc qui est un outil de chat. Le deuxième cas client dont on parle ici, c'est Natixis, qui a fait le choix de K2 il y a quand même
pas mal de temps maintenant, presque 10 ans. Donc c'est la BFI chez Natixis, donc la partie banque finance investissement. Et la première appli pour laquelle ils ont utilisé K2, c'était pour gérer leur portefeuille de trading, donc ce qui s'appelle des books, ce qu'ils appellent des books, et donc c'est pour gérer tous les portefeuilles, en créer, en supprimer, en modifier. Donc c'est très en rapport avec leur trader. Et ça leur a permis donc de mettre en place cette application-là vraiment très rapidement. Il y a énormément de workflow derrière leurs besoins. Donc dans l'outil K2, une des briques de K2, c'est de pouvoir constituer des séquencements d'étapes et donc de dessiner des processus. Donc ils ont pu dessiner ces processus-là, définir les différentes interfaces utilisateurs qui allaient être mises à disposition de leur trader et de leur back office, et ils ont mis en place leur application très rapidement. Il n'y avait pas vraiment d'outils sur le marché qui pouvaient répondre à leurs besoins, et ça leur a évité en fait des mois de développement spécifique. Ils sont pour leur part aussi connectés à SharePoint et connectés à de nombreux outils métiers comme Juristline, Murex ou Fernego pour ceux qu'on connaît. Ça c'est la première application qu'ils ont mise en place avec K2. Depuis ils en ont mis en place d'autres. Ils gèrent toutes les habilitations autour des contrats et ils gèrent aussi des choses complètement différentes comme tous leurs projets informatiques. Dès qu'il y a un projet informatique qui est lancé, ça crée un espace SharePoint, ça fait intervenir différentes personnes. Tout ça c'est mis en place avec K2. La troisième référence ici dont je voulais vous parler, donc Renault Nissan, donc constructeur automobile. Alors Renault Nissan, ils ont fait le choix de la plateforme K2 il y a 3 ans maintenant, 2-3 ans. Ils ont un ADN très processus chez Renault. Ils utilisaient une plateforme de gestion de processus qui était éditée par IBM, sur laquelle ils avaient déployé 800 workflows. Et donc l'idée c'était de remplacer cette plateforme-là par quelque chose d'un petit peu plus moderne, et qui allait leur permettre en fait de migrer toutes leurs applications rapidement. Donc ils ont fait le choix de K2 il y a 3 ans, et donc ils sont en cours de migration de leurs 800 applications. Il y a de tout, ça va être des applications qui sont très métiers, qui vont permettre de gérer tout ce qui est alerte sur les transports. Dès qu'il y a un transporteur chez Renault qui va d'une usine à l'autre pour transporter des pièces, dès qu'il y en a un qui a du retard, qui a un problème dans le chargement de son camion, il va depuis son cockpit en fait prévenir le central que il a pris 1 heure de retard ou une journée de retard, et ça déclenche une application qui est faite avec K2 qui va permettre en fait de prendre des dispositions sur la chaîne de production si c'est nécessaire. Donc là on est sur du pur métier. À côté de ça, ils ont aussi des applications mises en place avec K2 qui leur permettent de gérer les réservations de salles dans leur bâtiment, ou de gérer les appels d'offres avec leurs fournisseurs, les demandes d'engagement de dépenses, la gestion des stocks. Donc là, on va vraiment on voit de tout, des applications aussi bien administratives que des applications métiers. Et il y a même une des applications qui est utilisée par Carlos Ghosn. Donc Carlos Ghosn, il utilise 2 applications chez Renault. Il utilise Outlook et une application qui s'appelle DOA, qui est faite avec K2 et qui sert à gérer les délégations d'autorité sur les différents budgets de chez Renault. Donc Renault a une
utilise beaucoup de produits Microsoft, donc on est intégré avec l'ensemble des produits qu'ils utilisent, comme l'Active Directory, SharePoint, SQL Server, et puis là actuellement il y a des applications qui sont en cours de mise en place, qui s'intègrent avec leur outil de CRM qui est Salesforce. Alors Make-up-là, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est une référence que je connais un petit peu moins. Je suis pas intervenu chez eux. Ils ont mis en place des applications plutôt autour de l'administratif avec K2, donc gestion des fournisseurs, gestion des demandes, des demandes de congés, des absences, des demandes de remboursement de frais. La plupart de leurs applications devaient être accessibles en mobilité, notamment pour les frais, hein, puisque les gens qui font beaucoup de notes de frais sont des gens qui sont souvent en déplacement, donc ils devaient pouvoir les faire depuis leur téléphone. Donc voilà, ils ont choisi K2 pour faire ça, et ça s'interface. Enfin, dans leur cas, en fait, toute la partie financière est interfacée avec SAP. Donc pareil, K2 propose des connecteurs natifs avec SAP qui vont permettre de consommer de la donnée SAP aussi bien en écriture qu'en lecture. Ipsen, laboratoire pharmaceutique français, c'est ceux qui font le Smecta. Ils ont acheté K2 à l'origine pour mettre en place tout leur processus donc qu'ils appellent P2P, de gestion des demandes d'investissement, demandes d'achat, validation de factures, donc tout le process de commande et de paiement des commandes. Donc c'est une grosse application qui est connectée à SAP aussi, et pour le coup qui a été faite vraiment sans écrire une ligne de code. Tout a été fait en s'appuyant sur les briques standard K2 et sur les connecteurs que K2 met à disposition. Dans le cas de l'application pour Chess2Pay, Ipsen est connecté à SAP pour toutes les données financières, la validation des codes budgétaires et des autorisations justement sur ces codes budgétaires. Une fois qu'ils ont fini de mettre en place cette application-là, ils ont mis en place des applications aussi bien métiers, beaucoup d'applications métiers d'ailleurs, sur le suivi des études cliniques, sur le dispatch automatisé des médicaments justement pour les essais cliniques. Donc ils sont partis de K2 pour mettre en place des applications administratives, et après ils ont utilisé la puissance de la plateforme pour répondre à des problématiques métiers qu'aucun logiciel ne leur permettait de faire. Et ça leur a permis d'interconnecter leur système d'information qui est basé sur du SharePoint, de l'Office 365 et du SAP. Donc les trois grandes briques de leur SI, c'est SharePoint, SAP et K2. Donc là, vous avez un autre exemple dans la santé, Urgo. Bon, je vais pas m'attarder dessus. On est sur des engagements de dépenses, validation des contrôles, suivi des achats, des contrôles budgétaires. Donc on est sur du purchase to pay aussi. Chez Sanofi, ici, des applications autour des processus financiers, la gestion des contrats et des documents, de la validation avec leurs tiers, leurs partenaires. Et puis là, vous avez un exemple dans l'industrie, dans l'aéronautique avec Daher, sur la gestion des litiges. Et là, ils ont mis en place avec K2 un outil de TMS, donc de gestion, un transport management system, donc qui permet de gérer justement tout le transport des pièces entre leurs différentes usines et leurs clients. On n'a pas parlé de, vous voyez, K2 c'est utilisé par plein de secteurs d'activité différents. La mairie de Vincennes en
Île-de-France utilisent K2 pour toutes les demandes citoyens. Donc demande de place en crèche, demande de place de parking, des choses comme ça. Donc ça leur permet de gérer le guichet unique depuis leur extranet, mais aussi quand quand les citoyens viennent en mairie, les agents en fait ont devant eux des applications qui sont faites avec K2 et qui vont leur permettre de renseigner les différentes demandes qui sont faites. Et puis dernier cas client ici, accès OTP, donc dans les travaux publics. Là, ce qui est assez intéressant sur cette application-là, c'est que c'est une application qui fonctionne uniquement en mobilité. Donc elle est pour les conducteurs de travaux et qui ont des tablettes, et ça leur permet de renseigner toutes les informations sur leur chantier et de récupérer ces informations-là depuis leur tablette. Ça gère le mode déconnecté, c'est-à-dire qu'ils peuvent être déconnectés de manière temporaire. Ça les empêche pas de travailler sur l'application faite avec K2. Et puis dès qu'ils récupèrent du réseau, ça synchronise s'il y a besoin de synchroniser cette information. Donc voilà pour les différentes applications dont on voulait vous parler aujourd'hui, les raisons qui ont poussé ces clients à utiliser la plateforme K2. Ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, c'est de passer à une séance de questions-réponses. Vous devez avoir avec l'application GoToWebinar la possibilité de poser des questions sur la partie droite. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions si vous avez des questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre avec Franck. Alors j'ai une première question sur qu'est-ce que fait K2 exactement. C'est vrai que qu'on n'en a pas. Je suis pas allé jusqu'à la présentation de K2, mais donc effectivement K2 c'est un éditeur de logiciels qui construit une plateforme d'application, enfin de création d'applications rapide, low code, no code, et en fait K2 est construit sur 3 briques principales. On propose une brique interface utilisateur, une brique formulaire. Donc on a des outils qui vont permettre à vos concepteurs de construire en faisant du glisser-déposer, de construire des formulaires pour vos utilisateurs. Donc par exemple, si vous voulez faire une application qui permet de faire des demandes de congés, sur le formulaire de demande, il va falloir mettre une date de début, une date de fin, une raison, un commentaire, éventuellement attacher des pièces jointes. Avec K2, vous avez une interface qui va vous permettre de construire ce genre de choses si vous le souhaitez, et sans écrire de code. Après, quand on fait une demande de congé, on a besoin de dire quand j'ai soumis ma demande, elle doit être validée par telle personne. Donc là, on rentre dans une problématique de séquencement d'étapes, donc de workflow. Et donc la deuxième brique, K2, c'est une brique workflow. On a des outils qui vont permettre de dessiner le processus de son entreprise, de son organisation, définir les grandes étapes qui composent le processus, les règles d'enchaînement entre chacune de ces étapes-là, qui intervient quand, de mettre en place des délais pour dire si au bout de 2 jours la demande, cette tâche-là, elle n'est pas terminée, alors j'envoie un email de rappel, je fais faire la tâche par quelqu'un d'autre. Donc on va configurer tout ça au niveau de l'interface de modélisation de processus. Donc sans écrire de code, on est sur du glisser-déposer, on est sur tout est piloté en fait par assistant de configuration. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va déployer ça sur le serveur. Il va y avoir un moteur qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées, de persister l'information et de tracer tout ce qui se passe. Donc en fait, avec K2, je fais du dessin. Je dessine mon process, je dessine mes formulaires, et automatiquement, il y a quelque chose qui les met en vie et qui les transforme en une application informatique. Et puis la troisième brique, qui est importante,
aussi, c'est la brique connexion au système d'information. K2, ça va pas être l'unique outil que vous avez dans votre système d'information. Vous allez avoir éventuellement des outils de GED, éventuellement avoir des outils de gestion de données, des outils de CRM, des choses comme ça. Et on va avoir besoin de puiser de l'information dans ces outils-là. Donc K2 propose des connecteurs qui vont permettre nativement, sans écrire de code, c'est très important, je vais pouvoir aller chercher de l'information dans ces outils-là par simple configuration. Et c'est là où il y a un petit peu de technicité avec K2, c'est que j'ai pas besoin d'écrire de code, mais par contre, je vais avoir besoin de maîtriser les concepts que je manipule. Si je vais chercher des informations dans une base de données au travers d'une procédure stockée, il faut que je sache de quoi je suis en train de parler. Et donc, c'est ces trois briques-là de K2 que les concepteurs vont utiliser pour construire leurs applications très simplement. Et tout ce qu'on construit avec K2 peut être réutilisé dans d'autres applications. C'est-à-dire que dès que je mets en place une interface utilisateur, un bout de formulaire, une partie de mon formulaire, l'entête ou le pied de page de mon formulaire, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le réutiliser dans toutes les autres applications que je vais mettre en place. Donc voilà pour. Alors, Jean. Oui. Oui, c'est Franck qui parle. Tu peux peut-être donner une volumétrie de projet dans les exemples que tu as cités, une volumétrie de projet, de nombre de jours de déploiement pour donner une indication à nos participants. Ouais, alors c'est toujours un petit peu, difficile. Non, c'est pas. Alors, ce qu'on prend en compte. Donc moi, les informations que je vais vous donner maintenant, il faut que vous les preniez en compte dans le sens, c'est le temps nécessaire pour réaliser l'application en dehors de la phase de cadrage qui est nécessaire à tout projet, d'éventuelles documentations, de la phase de recette. Donc je me concentre juste sur la mise en place de l'application. Je vous parlais chez Renault d'une application qui permet de gérer les réservations de salles, qui est connectée à Exchange, puisque toutes les salles chez Renault elles sont déclarées sous forme d'objets Excel. C'est une application qui a été mise en place en 2 jours, techniquement parlant. Après, entre le moment où Renault a décidé de la mettre en place et le moment où elle a été mise en production, il s'est passé plus que 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu s'assurer que que les gens qui voulaient faire ça, ils avaient le droit de le faire, que ça a été mis en place que pour un bâtiment dans un premier temps. Enfin, il y a toute une organisation projet derrière qui fait que chez Renault, même si on met en place l'application rapidement, il y a une certaine inertie avant la mise en production. Après, sur des applications plus métiers, on va dire plus costauds, parce que là, réservation de salle, c'est une application où il y a quelqu'un qui fait une demande, elle est validée, et puis après c'est traité. Sur des applications comme chez Ipsen, où ils ont traité des essais cliniques, sur les temps de réalisation, on est sur des choses qui vont aux alentours de 40-50 jours. Quand on est sur 40-50 jours de réalisation, au niveau de K2, on est sur des grosses applications. C'est très rare de voir plus. Alors après, on a des clients qui vont mettre en place, qui ont des équipes qui passent leur temps à travailler sur K2 et qui mettent en place des projets qui sont constitués de plein de workflows différents. Donc on va finir par mettre plus de 50 jours, mais grosso modo, une application de 50 jours, c'est quelque chose qui est relativement long chez nos clients. Il y a une autre question qui a été posée sur la partie application mobile de K2. Donc effectivement, donc les interfaces qu'on met en place avec K2 vont être disponibles nativement en mobilité. Maintenant, K2 propose une application pour les grands OS mobiles, donc pour iOS, pour Android et pour Windows, qui va permettre en fait de se mettre en amont des formulaires et d'autoriser, que les utilisateurs en fait aient une interface qui va leur permettre de voir le travail qu'ils ont à faire sur K2. Donc c'est une application qui est téléchargeable sur tous les markets, qui s'appelle K2 Task List et qui va permettre en fait de lister
toutes les tâches que l'utilisateur connecté a à faire. Et l'utilisateur va avoir sa liste des tâches, et quand il va cliquer sur une tâche, ça va afficher le formulaire qui a été mis en place avec les outils de formulaire K2. Donc en fait, ça embarque l'application mobile K2, elle embarque deux concepts. Il y a une application native que vous avez à télécharger sur le poste et qui vous fournit un certain nombre de fonctionnalités. Et après, il y a tout ce que vous avez fait spécifiquement pour vos applications qui va être mis à disposition nativement à l'intérieur de cette application mobile. Et du coup, quand on est à l'intérieur de l'application mobile K2, on va retrouver des fonctionnalités que K2 met à disposition pour la mobilité, qui vont être par exemple l'usage du téléphone pour faire pour attacher des pièces jointes, enfin l'usage de l'appareil photo du téléphone pour attacher des pièces jointes aux demandes qu'on est en train de remplir, l'usage aussi de l'appareil photo pour faire de la lecture de code barre. On a aussi la possibilité de se faire géolocaliser. Donc je suis sur un formulaire K2, je peux cliquer sur un bouton pour activer ma géolocalisation et ça va mettre mes coordonnées GPS dans le formulaire. Et cette application mobile embarque aussi un mode déconnecté qui va permettre aux utilisateurs, quand j'ai du réseau, de récupérer le travail que j'ai à faire sur K2. Et une fois que je suis déconnecté du réseau, je vais quand même pouvoir travailler, je vais pouvoir remplir mes formulaires, remplir les choses que je dois faire. Et dès que je récupérerai du réseau, en fait, ces formulaires seront poussés sur le serveur. Alors, j'ai une autre question. Faut-il un coût en plus? Alors, est-ce qu'il faut prévoir un coût en plus dès que l'application est mise en production? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais une fois que l'application K2 est mise en production, ça reste une application au sein de votre organisation sur laquelle il va forcément y avoir un petit peu de maintenance, il va y avoir de l'administration, donc il va y avoir des tâches que certains utilisateurs vont devoir faire. Donc en termes ça reste une application informatique. Maintenant, quand on veut la faire évoluer, vu que on fait tout rapidement avec K2, ça permet d'aller plus rapidement. Maintenant, a priori, la question elle porte plus sur le coût d'hébergement. Donc, en fait, avec K2, vous avez deux solutions. Soit vous installez les serveurs, enfin le serveur K2 chez vous ou dans un data center auprès de votre hébergeur. Donc là, vous avez un coût d'hébergement. Il vous faut un Windows Server pour faire tourner K2 et une base de données SQL Server. Ou alors vous avez la possibilité d'utiliser K2 dans le SaaS. Donc on a une offre cloud de K2 qui vous permet de rien avoir à installer sur vos environnements et d'avoir une plateforme qui est gérée par nos soins. Et quand on veut et après par rapport à SharePoint, on a la possibilité de connecter une plateforme K2 à SharePoint et ça permet de rajouter des fonctionnalités de workflow et de création d'interface dans SharePoint. Alors je vois qu'il y a une question pour des gens qui connaissent K2, qui parlent de K2.5. Donc K2.5 c'est la nouvelle version de K2 qui doit sortir officiellement la semaine prochaine. Donc on a commencé à l'annoncer là. Donc K2.5 c'est la nouvelle version majeure de K2. Aujourd'hui on est sur une version 4 de K2, on passe sur une version 5. Donc pour tous nos clients existants qui sont sous contrat de maintenance, ils vont pouvoir migrer, on parle pas de migration, on va pouvoir installer cette nouvelle version à la place de la version qu'ils utilisaient précédemment.
donc effectivement, elle remplace, enfin K2 remplace la version précédente de K2. Et donc maintenant, il y a deux offres, hein, c'est K2 pour la partie, on va dire on-premise, et K2 Cloud pour la partie en ligne. A priori, il n'y a plus d'autres questions. On a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Du coup, hop, je vais aller me mettre sur le slide de fin. Voilà, on était aux questions-réponses. Ici, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail. On peut organiser, si vous le souhaitez, des présentations un petit peu plus détaillées dans vos locaux pour présenter la plateforme à vos collègues si vous le souhaitez. Je vais vous souhaiter, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter un bon appétit et puis un bon après-midi et un bon week-end. Merci à tout le monde, bonne fin de journée, bon week-end. Merci à tous pour votre présence. Au revoir. Au revoir.